À l'époque où j'enseignais, en partie dans le supérieur, j'avais un cours pendant un semestre sur la notion de commensalité, c'est-à-dire le fait de manger ensemble, de partager une table, abordée par les prismes de l'anthropologie et de la sémiotique. Je pense qu'il y a deux trois profs de littérature qui voient exactement de quoi je parle ici. Alors évidemment, comme à un moment la période des fêtes approchait, c'était l'occasion d'aborder ça à travers le thème du repas de Noël. Parce que dans la plupart des cultures qui le célèbrent, Noël c'est avant tout ça. Les cadeaux, le sapin, les diverses traditions qui peuvent exister, tout ça c'est surtout un décor, c'est un contexte qui vient habiller le cœur de ce qu'est vraiment le réveillon de Noël, c'est-à-dire un repas. Voire des repas, hein, particulièrement chez nous, parce que le fait d'être en couple ou d'avoir des parents divorcés, le plus souvent ça veut dire avoir plusieurs repas de Noël. Et ce qui m'a particulièrement intéressé dans l'étude de la notion de commensalité, c'était tout ce qu'on peut dire de la fonction disciplinaire du repas partagé. Le fait que manger ensemble autour d'une table, c'est pas juste manger ensemble. Le repas, c'est avant tout un dispositif qui transmet, qui ordonne et qui assigne. Il faut savoir que même si ça nous paraît assez évident aujourd'hui, l'idée de manger 2 ou 3 fois par jour tous ensemble autour d'un repas commun et donc d'une table commune, c'est une invention relativement récente. Et surtout une invention qui n'est pas totalement fortuite, parce qu'elle construit un lieu qui remplit une fonction idéologique assez précise. Avant la révolution industrielle, le repas de famille n'existait tout simplement pas, ou en tout cas pas tel qu'on se le figure aujourd'hui. D'abord parce qu'il n'y avait pas de salle à manger, avant le XVIIIe siècle, les pièces de la maison, elles n'avaient pas vraiment de fonction assignée. On avait une pièce principale, celle avec la cheminée, quand on avait la chance d'avoir une cheminée, et parfois des chambres. Parce qu'encore une fois, ça paraît hyper logique d'avoir une ou des chambres pour les enfants, une cuisine, une salle de bain, un salon, etc. Mais il faut se rappeler que rien que la salle de bain, c'est tard, c'est dans la deuxième moitié du XXe siècle qu'on commence à en installer dans les maisons par défaut. Et les cuisines, c'est fin XIXe siècle. Et vraiment pas chez tout le monde. Avant ça, on se lave au bain public, on fait nos besoins dehors et on cuit le pain et les tartes dans le four communal une fois par semaine. La salle à manger comme espace dédié, c'est une invention bourgeoise qui apparaît d'abord dans les foyers urbains hollandais au milieu du XVIIe siècle, et puis qui se diffuse en Angleterre et en France un peu plus tardivement. Et donc avant le XIXe siècle, même quand on mangeait ensemble, il n'y avait pas de table permanente, on utilisait des tréteaux qu'on montait et qu'on démontait selon les besoins, et l'idée d'une grande table fixe au centre d'une pièce, ça ne devient un idéal qu'à partir du début 19e siècle. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, dans les familles paysannes, tout le monde ne mange pas en même temps, et tout le monde n'est pas assis non plus. Les hommes ils s'asseyaient, et les femmes et les enfants mangeaient debout assez rapidement pour pouvoir reprendre leurs tâches. Et comme il y avait rarement assez de chaises pour tout le monde, quand on voulait manger assis, on mangeait décalé par roulement. Parce qu'une chaise ça coûte cher, ça demande d'être rempaillé, et puis ça prend de la place. Puis on mangeait moins souvent aussi, on faisait d'abord les corvées du matin quand on se réveillait, et puis après on mangeait un encas. Un truc qu'on avalait vite fait avant d'aller travailler, et puis avant le repas principal, le dîner, mais qui était pas le soir, qui était l'après-midi. Et donc c'est bien l'industrialisation qui change tout ça parce qu'elle sépare le lieu du travail du lieu de vie, parce qu'évidemment quand les gens ils partent travailler à l'usine, ils peuvent plus rentrer chez eux pour manger à midi. Le repas du milieu de journée, ça devient quelque chose qu'on avale sur place, vite fait, et puis le plus souvent debout et froid. Et le vrai repas, celui où on se retrouve en famille, celui qui compte vraiment, il se déplace vers le soir. Et donc le dîner devient le moment où la famille se reconstitue après une journée de séparation. Et c'est là que le repas de famille prend sa fonction moderne. Et cette fonction, il la prend au sein d'une restructuration des dynamiques familiales autour du travail ouvrier et de l'idéologie productiviste. Le repas de famille devient proprement un dispositif central qui organise, discipline et distribue les rôles au sein du groupe. Puis après, ces mêmes rôles, ils vont aller s'effectuer au sein du reste de la société. Ça passe d'abord par une distribution de la parole, qui parle, qui écoute, qui a le droit d'interrompre, qui doit attendre son tour, qui peut poser des questions et puis qui répond aux questions. À table, il y a toujours des personnes qui dominent la conversation et des personnes qui se taisent, et la circulation de la parole, elle est surtout organisée en fonction des hiérarchies de genre et d'âge. De sorte que dans les familles où le patriarcat est le plus affirmé, les personnes assignées femmes vont passer moins de temps autour de la table et plus de temps dans la cuisine et au service, et de sorte que dans les familles où l'adultisme est le plus affirmé, on va organiser une sous-classe au sein du dispositif commensal, ce qu'on va appeler la table des enfants. Table des enfants au sein de laquelle vont être parfois aussi assignées des personnes pour lesquelles on a déterminé que le rôle maternel était plus prégnant que le rôle féminin. Ce qui est en soi aussi un apprentissage puisque c'est celui à travers lequel se transmet l'idée que certaines femmes, à certains moments de leur existence, auront davantage leur place au sein du monde des enfants qu'au sein du monde des adultes. C'est donc aussi une économie du care, au sens de soin, puisque assister au repas, c'est aussi savoir qui a préparé le repas, qui sert le repas, qui vérifie que tout le monde a assez mangé, qui débarrasse la table, qui fait la vaisselle et qui reste assis, inerte, à recevoir tout ça comme si c'était une espèce de loi non écrite de la nature. Le repas de fête, c'est souvent des heures de travail invisible, un travail presque toujours féminin, et qu'on efface au moment même où on le consomme. Parce que, bien plus que le travail, c'est la relation avec l'outil de travail, c'est-à-dire qui est propriétaire de
la cuisine, de la table, des ustensiles, etc., qui est au cœur du système de dette et d'obligation du repas. C'est de ça dont parle Marcel Mauss dans son essai sur le don. Ce qu'il dit, c'est que on vous nourrit, donc vous devez quelque chose. Vous devez de la gratitude, vous devez de la présence, vous devez de la réciprocité future, parce que le don de nourriture, il n'est jamais gratuit. Accepter qu'on vous nourrisse, c'est signer un contrat d'appartenance et de redevabilité. Et c'est bien souvent un contrat à vie, donc si vous refusez de manger ce qu'on vous met dans l'assiette, ou pire, si vous refusez de vous présenter au repas, vous brisez le contrat. Parce que si la table est elle-même un dispositif social, historique et politique, la nourriture qu'on pose dessus, elle n'est pas juste un prétexte. La nourriture, elle devient elle aussi un dispositif symbolique et affectif. Et ce dispositif, il passe notamment à travers une technologie symbolique extrêmement puissante qui s'appelle la viande. Quand le végétarien que je suis, que vous êtes peut-être, refuse de partager avec la tablée le foie gras, le saumon ou la volaille rôtie, ce qui se joue, ça dépasse largement la question du goût ou de la morale individuelle. Le fait de refuser les viandes qui sont placées au centre du repas, ça revient à refuser un symbole central de l'unité du groupe. Parce que manger ensemble, c'est pas seulement manger en même temps, c'est incorporer ensemble, au sens littéral, c'est-à-dire que la chair que vous mangez, elle devient votre chair. Ça peut paraître qu'on dit comme ça, et je sais que ça soulève une évidence, mais un chat domestique, c'est composé que de deux trucs. D'eau et de nourriture pour chat. Éventuellement d'oxygène, mais bon, voilà. Si tu manges autre chose que ce qu'on mange, tu es fait d'autre chose que ce qu'on mange. Donc refuser de manger comme le groupe, c'est être physiquement autre chose que le groupe. C'est entre autres ce que dit Roland Barthes quand il parle de la nourriture comme système de signes. On n'avale jamais uniquement des calories, on avale du symbolique, de l'histoire, des normes, des appartenances. La nourriture fait passer dans la chair des valeurs, des hiérarchies et des frontières. C'est ce genre de choses qui sont mises en avant quand on se demande si un enfant juif ou musulman qui refuse de manger de la viande à la cantine peut vraiment être intégré. Ou quand la droite s'émeut parce que des gens de leur ville mangent des kebabs ou que leur pizzeria préférée est devenue halal. Le repas partagé fonctionne comme un rite d'affiliation. On mange la même chose au même moment, préparé par les mêmes mains pour produire l'idée que nous sommes faits de la même matière. Et quand quelque chose bloque, quand le corps résiste, quand avaler devient difficile, c'est pas toujours la nourriture qui pose problème, c'est parfois le lien qu'elle est censée fabriquer. Tu peux avoir un TCA, mais pas aujourd'hui. Tu peux être anorexique, mais pas aujourd'hui. Tu peux être végétarien, mais pas aujourd'hui. D'autant que la viande, elle joue un rôle particulier parce qu'elle condense une symbolique de la force, de la transmission, du sacrifice et de la continuité. Dans beaucoup de cultures, manger de la viande ensemble, ça revient à affirmer une communauté de chair. On partage un corps mort pour réaffirmer un corps collectif vivant. Le repas de fête, et Noël en particulier, est saturé de cette logique. Volaille farcie, rôti, foie gras sont autant de plats centraux, lourds, copieux, autour desquels s'organise la table. Refuser de manger ça, ce n'est jamais perçu comme refuser de manger un aliment, c'est toujours perçu comme refuser une forme d'incorporation commune. Dans beaucoup de sociétés, le fait de partager une substance alimentaire produit une parenté réelle. On a par exemple en Algérie et à d'autres endroits du monde musulman l'exemple des frères et sœurs de lait. C'est-à-dire que deux enfants nourris par le même lait deviennent parents, deviennent littéralement frères et sœurs. Cette parenté-là, elle est reconnue socialement et parfois juridiquement. Elle produit des interdits, notamment l'interdiction du mariage, ce qui place le lait comme une substance de parenté et pas juste comme un symbole abstrait. Avoir été nourri par le même corps, ça fabrique un lien aussi fort que la filiation biologique, et même ponctuellement considéré comme encore plus fort. Et quand on s'équipe de cette grille de lecture, il y a beaucoup de tensions autour de la table qui deviennent lisibles. Les conflits autour des régimes alimentaires, des pratiques religieuses, des allergies, des choix éthiques, l'insistance des autres à goûter, à manger quand même un petit peu pour faire plaisir, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman et une pour le petit Jésus. L'angoisse provoquée par celui ou celle qui mange à part dépasse les questions de politesse, c'est la peur d'une désaffiliation corporelle. Quelqu'un qui ne mange pas comme nous met en danger l'idée que nous forme un groupe collectif homogène. Et comme tout dispositif disciplinaire, la table ne régule pas seulement ce qui est mangé, elle régule aussi ce qui peut être dit. Il y a des sujets autorisés, des sujets interdits. Il y a des choses qu'on aborde à table et d'autres qu'on repousse à plus tard. Voire des choses qu'on ne nomme jamais. Essayez de dire vulve ou règle à table et c'est formidable ce qui se passe. Ces règles, elles sont rarement explicites, elles passent par des regards, par des silences, des changements de sujet et puis des formules toutes faites du style c'est pas le moment où on est à table quand même, etc. Le repas familial, ça devient un espace de police douce de la parole, une scène où on apprend très tôt qu'il y a des choses qui sont dissibles et qu'il y a des choses qui doivent rester enfouies. C'est aussi pour ça que le repas de Noël, il est si chargé affectivement. Il rejoue en condensé l'ensemble de ces mécanismes-là. La dette, l'appartenance, la hiérarchie, la chair commune, les silences imposés. On vous nourrit, donc vous êtes censé être là. Vous êtes censé manger, vous êtes censé taire certains sujets, mais ne surtout pas quitter la table, et tout ça pour ne pas faire suspecter une volonté de votre part de rupture du pacte familial. C'est pour ça que, pour beaucoup de personnes, Noël,
c'est pas seulement une fête. C'est un rappel brutal des contrats invisibles qui les lient à leur famille. Des contrats qu'on a signés très tôt, souvent sans consentement, parfois simplement en avalant ce qu'on nous mettait dans l'assiette, et quand on est enfant, ça passe tout seul, sans qu'aucune brutalité ne soit apparente. Et puis du coup, quand on commence à s'autonomiser, encore plus si on n'arrive plus à être aveuglé par la magie de Noël, bah ça devient autre chose. L'année où je donnais ce cours sur la commensalité, et particulièrement cette partie-là du cours sur Noël, j'avais un étudiant brasa congolais très pieux et très fier qui participait beaucoup. Quand on parle de bouffe, en tant que prof, c'est hyper important d'avoir plein d'étudiants qui viennent de plein de cultures différentes parce que c'est des trucs hyper ancrés et sacralisés dans chaque culture. Et là, le but du cours, c'était d'être très global. Et c'est marrant parce qu'il était copain avec un autre étudiant béninois qui était arrivé en France la même année que lui. Et il y a un moment où, bon, on avait fait un cours sur la purification de la volaille, et les deux étaient tombés de leur chaise quand ils ont appris que les blancs ne lavaient pas le poulet. Le débat a vraiment duré toute l'heure. Bref, donc à ce moment de l'année, on parlait du repas de Noël et de l'Aïd, de ce qui se transmet à table, de la manière dont ces espaces deviennent des espaces de transmission de classe, de genre, d'âge, etc. Et lui, cet étudiant brasa congolais dont je parlais, il intervient et il dit « Eh ben moi, je suis pas concerné par ce que vous dites. » Alors je lui demande pourquoi, et il m'explique que chez lui, ça n'a rien à voir. Parce que chez lui, c'est pas le repas qui est au centre à Noël. Alors, je précise que chez lui, je pense pas que ça voulait dire au Congo-Brazzaville, mais je pense que ça voulait dire littéralement chez lui, hein, dans sa famille protestante, dont j'ai cru comprendre que, en gros, c'était une famille évangélique, quoi. Et donc il me dit, bah chez moi, on va dans la maison la plus grande de la famille, il y a toutes les femmes qui ramènent des trucs à manger, donc il y a bien à manger au centre de la table, mais c'est pas ça qui compte. Parce que ce qui compte, c'est la parole. Et donc là, il faut comprendre qu'il dit la parole avec un P majuscule. On se réunit pas pour manger, on se réunit pour se nourrir de nourriture spirituelle, pour lire et pour parler des évangiles. Le repas, il est juste là pour qu'on soit ensemble, mais c'est la parole qui nous nourrit. Et moi, sur le moment, j'ai trouvé ça beau, l'idée d'un repas qui, grâce à la communion spirituelle, échappe à tout ça et à toute cette transmission et cette reproduction des hiérarchies sociales. Et donc d'un moment qui serait vraiment un moment de partage horizontal sans hiérarchie, sans jugement et sans apprentissage forcé. Et puis, à force qu'il me raconte plus en détail comment se passe le repas, je commence à comprendre que la situation elle est pas si différente que ce qu'il pense. Parce que se nourrir de la parole, a fortiori dans une société patriarcale, concrètement, ça veut dire quelqu'un qui parle et les autres qui écoutent. On a bien quelqu'un qui lit le texte, donc on a choisi l'extrait, la traduction et la tonalité, et surtout on a quelqu'un qui donne l'interprétation qu'il faudrait qu'on ait collectivement du texte. Et donc on a bien quelqu'un qui dit ce que ça signifie, ce qu'il faut en retenir, et comment il faut vivre. Et tout ça pendant que les autres se taisent, acquiescent, reçoivent. En fait, ce qu'il décrivait comme une échappée hors du dispositif comme en salle classique, c'en n'était pas vraiment une. On n'était pas du tout face à une absence de hiérarchie, on était face à une hiérarchie tellement intégrée qu'elle en devenait presque invisible. Parce que se nourrir de la parole, dans un cadre religieux structuré, ça suppose toujours, comme on vient de le dire, une organisation très précise de la distribution de la parole. Et là encore, on retrouve exactement la même logique que dans celle du repas familial contemporain, laïque, classique. Une logique de transmission d'autorité, d'incorporation, une technologie de l'autorité qui transmet toujours la manière légitime de comprendre ce qui est bien, ce qui est mal et ce qui est attendu de nous. Moi qui ai grandi dans une famille qui n'était pas franchement religieuse, j'ai toujours perçu que la seule modalité qui permettait d'apprécier Noël sans voir toute cette pression et toutes ces injonctions implicites, c'était la magie de Noël. Et donc ça passait beaucoup par le fait de croire au moins un peu au Père Noël. Ce qui me rendait Noël supportable, c'était l'adhésion à une mise en scène collective dans laquelle chacun occupe un rôle attendu et compréhensible. La magie de Noël, ça opérait comme une espèce de suspension critique qui agit comme un anesthésiant social. C'était ce qui permettait de rendre la table plus supportable et puis de manger sans interroger frontalement ce qui est en train de se transmettre. Et en fait, en discutant avec cet étudiant, j'avais complètement oublié que certaines familles n'étaient pas aussi cyniques que la mienne, qu'il y avait tout un tas d'abstractions religieuses, idéologiques, culturelles, qui pouvaient représenter un idéal vers lequel tourner notre contemplation pendant un repas de fête. Quelque chose qui dépasse la table et qui justifie qu'on soit là. Dans certaines familles, c'est Dieu, c'est la parole, c'est la communion des âmes, et dans beaucoup d'autres, c'est la famille elle-même, érigée en valeurs sacrées. Et ailleurs, parfois, c'est le travail, la réussite, la transmission d'un patrimoine ou d'un statut, la fierté, etc. Tout ça, c'est des cadres qui ont l'air très différents, mais qui remplissent la même fonction. C'est de donner à la réunion un sens qui permet de ne pas voir ou de rendre supportable ce qui s'y joue réellement. Et je précise que je dis pas ça avec mépris, hein. Au contraire, je pense que ces cadres-là, qu'ils soient religieux, familiaux, idéologiques, etc., ils ont une fonction protectrice réelle. Ils permettent de traverser le dispositif
collectif sans le voir et d'être ensemble sans que la question de pourquoi on est ensemble devienne trop pesante. Parce que finalement, quand il n'y a pas ces cadres-là, Noël c'est juste chiant pour tout le monde, mais ça existe quand même. Le problème c'est justement le moment auquel, pour certaines personnes, la fiction arrête d'opérer. Quand on est queer, psychiatrisé ou neuroatypique, quand on est le conjoint ou la conjointe racisée d'une personne blanche invitée à son repas de Noël, ou quand on est l'enfant racisé adopté par des parents blancs, bref, dans toutes les situations imaginables de minorisation, le moment où la fiction commune s'effondre arrive plus souvent plus tôt que pour les autres. Il arrive plus tôt parce qu'on a grandi en percevant un décalage que les autres ne voyaient pas ou qu'ils refusaient de nommer. On a pu apprendre plus tôt que les autres à repérer les non-dits, les attentes implicites et la manière dont les règles ne s'appliquent pas de la même manière à tout le monde. Du coup, le dispositif du repas de famille, on le voit pour ce qu'il est, bien avant d'avoir les mots pour le décrire. Et Noël, qui est censé être un moment de suspension joyeuse, devient au contraire un condensé des violences familiales ordinaires, version intensifiée. Ça devient un moment où toutes les normes sont rejouées en même temps sous une injonction à la joie qui rend la critique inaudible. Si on exprime un malaise, on casse l'ambiance. Si on refuse de jouer le jeu, on devient un problème. Le moindre écart au script est très rapidement surinterprété. Un retard, un silence, un refus de se resservir et on nous fait comprendre qu'on a rompu quelque chose. Quelque chose qui n'était pas très bien identifié, mais que c'est très grave de l'avoir rompu. C'est, entre autres choses, ce qu'on inclut dans la notion de stress minoritaire. C'est devoir gérer en permanence un environnement qui n'a pas été conçu pour nous, tout en sachant que si on flanche, ça sera lu comme une défaillance personnelle et pas comme l'effet d'un contexte hostile. À Noël, ce stress, il est maximal parce que le cadre est saturé d'attentes et que la marge de manœuvre, elle est quasiment nulle. Les contrats familiaux qu'on a signés très tôt sans savoir, et donc sans pouvoir objecter qu'il y a des particularités individuelles auxquelles il aurait fallu s'adapter, ils deviennent extrêmement pesants. Et rapidement, toute prise de distance va avoir un coût énorme. On peut pas juste moins venir, parce que chaque retrait est lu comme une trahison. La culpabilité qui accompagne ces choix, elle vient de décennies d'apprentissage à obéir et à faire semblant. L'injonction à la convivialité devient violente parce qu'elle est aussi prévue pour agir comme un mécanisme de neutralisation. Et sortir de la neutralité, ça nous amène à être marginalisés, voire pathologisés. À coups de petites phrases du style fais un effort, arrête de faire ta crise, arrête d'être toujours négatif, c'est Noël, il faut s'adapter, etc., etc. Sauf que s'adapter, justement, c'est pas une option qui est disponible pour tout le monde de la même façon. Pour les personnes neuroatypiques, le repas de Noël cumule à peu près tout ce qui peut saturer un système nerveux. La surcharge sensorielle, qui passe par les lumières des guirlandes, le bruit des conversations simultanées, les odeurs mélangées, la chaleur, les vêtements de fête qu'on nous demande de porter. Un cerveau atypique, il est pas foutu pour filtrer toutes ces informations, et donc tout arrive en même temps, au même volume, pendant des heures. Et puis la durée, l'imprévisibilité des horaires, l'impossibilité de s'isoler sans que ce soit remarqué ou commenté, sans compter l'effort monumental à fournir pour le masking qui tourne à plein régime parce qu'il faut sourire, répondre, paraître détendu, montrer de l'enthousiasme, ne pas gâcher l'ambiance. Tout ça, ça a un coût très concret qui se paie le plus souvent pendant plusieurs jours après. D'autant plus que pile une semaine après, il faut réussir à se taper le nouvel an. Pour les personnes queer, c'est autre chose, mais c'est pas moins épuisant, parce que c'est devoir surveiller en permanence ce qu'on dit, comment on le dit, quel sujet éviter, comment adapter son langage quand on a appris l'habitude de s'entourer de personnes qui comprennent nos enjeux et de personnes qui savent les exprimer. C'est encaisser les remarques, pourquoi t'as toujours pas de copine, c'est quoi ses cheveux. Et vous saviez que Brigitte Macron en fait c'était un homme. Bref, à ces moments-là, on a une demi-seconde pour décider si on relève ou si on laisse couler. Et puis pour les personnes trans, c'est aussi parfois entendre son dead name à longueur de journée, les mauvais pronoms à chaque phrase, tout ça pendant des heures et en sachant que si on corrige, ça va créer un incident. C'est devoir scanner en permanence qui sait quoi, qui pourrait dire quoi, et si ce silence il est hostile, malaisé ou juste indifférent. Dans les deux cas, ce qui se joue c'est la même chose. Devoir fonctionner dans un environnement qui n'a pas été pensé pour nous, sous pression sociale maximale, sans possibilité de retrait, et en sachant que le moindre signe de fatigue sera interprété comme un problème personnel plutôt que comme l'effet d'un contexte hostile. Alors la question qui se pose assez souvent et chaque année, c'est est-ce qu'on y va? Alors on se pose rarement exactement la question dans ces termes-là, parce que la question elle reste quand même taboue en fin de compte. Noël c'est un de ces événements sacrés qui fait que les amitiés, elles sont précaires parce qu'elles ne commandent pas de réunion annuelle obligatoire, mais que la famille, elle tient longtemps. Tout le monde est là et tout le monde doit être là. C'est l'occasion de se voir et puis on fait pas ça tous les jours, donc si tu viens pas, c'est que vraiment la famille ça compte pas pour toi en fait. Ce récit il est tellement ancré et tellement culpabilisant qu'avant même d'avoir eu l'opportunité de prendre une décision, on se sent coupable d'avoir envisagé de pas y aller. Sauf que, au cas où ce serait pas clair pour vous, Noël c'est pas une obligation légale. Personne peut vous forcer à être quelque part, et la réalité c'est que, même si on vous en veut, vous savez très bien que, dans la plupart des familles en tout cas, dès que le printemps va commencer à pointer le bout de son nez,
Tout le monde aura oublié que vous avez raté un repas qui était franchement même pas mémorable. La culpabilité que vous ressentez, elle est fabriquée par le dispositif familial et tout ce qu'il charrie d'attentes sociales plus ou moins explicites. C'est l'illustration parfaite du conditionnement à l'obéissance produit par les années et qui fait que même une fois devenus adultes, la plupart des gens, et surtout les personnes affabes ou autistes, continuent de percevoir comme un danger absolu le fait de désobéir à une injonction de ses parents. Alors évidemment, ça veut pas dire que cette attente, elle est pas réelle, elle est très réelle, mais elle n'est pas une preuve que vous devez y aller. Elle est la preuve que le système produit les attentes qu'il est censé produire à travers les figures familiales qu'il fabrique. Et croyez surtout pas que vous êtes seul à contempler l'idée de ne pas y aller, parce que rien qu'aux États-Unis, il y a plus d'un quart des adultes qui ont coupé le contact avec au moins un membre de leur famille. Et évidemment, les personnes LGBTQIA+, elles sont massivement surreprésentées dans ces statistiques. L'éloignement familial, c'est pas une anomalie, c'est une réalité assez banale, aussi bien aujourd'hui que chez celles et ceux qui nous ont précédés. Ne pas y aller, ça a un coût, clairement. Ça peut vous valoir des reproches, des silences, des questions un peu intrusives, des tentatives de minimisation face à vos explications. Tout ça, ça crée des tensions qu'il va falloir gérer aussi bien en face des autres que vous-même, vis-à-vis de vous-même. Mais il ne faut pas que ce coût potentiel-là efface dans vos réflexions le fait que, y aller, ça a un coût. Ça peut générer des moments en famille propices aux reproches, au silence, aux questions un peu intrusives, aux tentatives de minimisation face à vos explications, et tout ça, ça crée des tensions qu'il va falloir gérer aussi bien en face des autres que vous-même vis-à-vis de vous-même. Et pour peu que vous soyez dans une des catégories qu'on a citées plus tôt, il faut ajouter ça à l'épuisement, au masking, à la surcharge, etc. Sans compter des conséquences parfois beaucoup plus long terme aussi. Le burn-out post-fête de fin d'année, c'est un vrai truc qui existe. Donc la question c'est pas vraiment est-ce que je devrais y aller, c'est plutôt quel coût est-ce que je suis prêt ou prête à payer cette année. Parfois le coût de l'absence il est plus bas que le coût de la présence. Et dans ce cas, ne pas y aller, c'est le choix rationnel. Sauf que pour évaluer ce coût en toute lucidité, sans être pollué par l'autosurveillance et l'intériorisation des injonctions familiales, il faut sacrément bien réfléchir son calcul. Si vous considérez que l'environnement est maltraitant, que chaque année vous subissez des remarques humiliantes, des attaques sur votre identité, des violences verbales, que vous savez avec certitude que vous allez être blessé, et que donc le coût psychologique sera disproportionné si on ajoute à ça que vous êtes déjà épuisé, déjà en burn-out ou déjà sur le fil, là typiquement j'ai envie de vous dire, restez chez vous, vous faites ça avec d'autres gens. C'est pas de la lâcheté, c'est juste un principe assez basique de préservation de votre intégrité face à un truc que vous allez payer longtemps sur votre humeur, votre estime et votre confiance en vous. Maintenant, il vient forcément la question du comment. Donc comment on fait pour ne pas y aller. Il se trouve que j'ai un point de vue assez arrêté là-dessus, mais vous allez peut-être me donner tort dans les commentaires. On verra. Mon idée là-dessus, c'est que mentir, c'est évidemment une option. Un mensonge qui vous préserve face à une injonction arbitraire, moralement, c'est clair que moi, je trouve pas ça hyper grave. Inventer une grippe, un empêchement de dernière minute ou un problème de transport, c'est légitime. Parfois, c'est même nécessaire. Moi, j'entends régulièrement des personnes aussi qui, étant en couple, disent à une famille « on fait Noël chez machin cette année » et à l'autre famille « on fait Noël chez bidule cette année ». Résultat de Noël pour le prix de 0. Mais, si vous pouvez, et c'est un grand si parce que je sais que c'est pas toujours possible, d'accord? Donc si vous pouvez dire ouvertement que vous n'irez pas et pourquoi vous n'irez pas, je considère que c'est bien plus souhaitable. Déjà parce que d'un point de vue purement comportemental, un peu bébête, c'est une occasion assez stylée de prouver à la fabrique à cauchemars que vous avez là-haut que vous pouvez assumer vos besoins sans qu'il vous tombe sur la gueule toute la violence ultra-catastrophiste qu'elle s'imagine. Pour vous, ça vous permet de commencer à poser auprès de votre famille des limites claires liées à votre identité ou à votre handicap, ce qui, je trouve, est une sacrée bonne résolution du nouvel an anticipé. Et puis pour votre entourage, c'est aussi l'occasion d'apprendre, c'est-à-dire d'apprendre que vous avez le droit de ne pas être disponible. Que le gamin ou la gamine bizarre qu'ils ont élevé, c'est pas juste un sujet de conversation un peu curieux, mais que votre bizarrerie, elle vient aussi avec des adaptations concrètes des règles familiales et qu'il faut faire avec. Donc moi, je vous donne quelques pistes que vous utilisez si vous le voulez. Évidemment, ces pistes-là, elles marchent pas que pour Noël, mais pour plein d'autres événements de ce type. Mais juste, je précise, ça marche pour plein d'événements, sauf peut-être l'Aïd. J'ai comparé cette fête avec Noël plus tôt, mais l'un ne se superpose pas avec l'autre. Noël, c'est pas une fête religieuse à proprement parler. En tout cas, clairement pas dans notre espace culturel. Ça reste objectivement plus coûteux de passer pour un mauvais musulman ou une mauvaise musulmane que pour un mauvais petit-fils ou une mauvaise petite-fille. Ça vous choquera peut-être, mais le coût social de se distancier d'une pratique religieuse quand on est identifié comme appartenant à cette communauté, d'autant plus une communauté minoritaire, c'est pas la même chose que de louper un repas de famille laïque. Dans les trois cas que je vais citer, l'idée c'est toujours d'envoyer un message quelques jours à l'avance. Donc je vais vous citer quelques exemples de phrases que vous pouvez dire, et d'avance je sais que ça va choquer certaines personnes, parce que ça ressemble quand même beaucoup à de la manipulation. Moi, là, je pars du principe que vous êtes de la génération jeune de la famille. Dans une discussion avec
avec vos parents ou vos grands-parents, et encore plus au sujet d'un dispositif familial impératif, les personnes avec qui vous parlez peuvent et vont utiliser des armes dont vous ne disposez pas. C'est par exemple pour ça que je conseille toujours de s'engueuler avec ses parents par écrit plutôt qu'à l'oral, parce qu'à l'oral, eux, ils peuvent vous crier dessus ou vous intimider, et que vous pouvez pas. Alors oui, c'est pas cool, et oui, c'est un peu manipulatoire, mais vous devez faire avec les outils que vous avez pour vous protéger. Non, ça c'est basique. Donc, option 1, vous voulez laisser entendre que c'est ouvert à la discussion. C'est un peu la méthode douce. Vous pouvez envoyer le message suivant: cette année, je pense pas que je vais réussir à venir pour Noël. Point. On s'arrête là. Justifier avant que la négociation ait commencé, ça vous met dans une position d'infériorité. En face, la personne va insister ou vous interroger, et vous pouvez dire quelque chose du style: les gros événements comme ça, c'est vraiment trop compliqué pour moi, je vais pas pouvoir en profiter, mais j'aimerais vraiment beaucoup vous voir individuellement après les vacances ou avant les fêtes par contre. Là, vous faites d'une pierre deux coups, d'une part parce que vous avez sécurisé le lien familial, et d'autre part parce que vous savez très bien que avant et après les fêtes, personne n'aura le temps de vous accueillir à la maison. Option 2, si vous communiquez avec des gens qui vont utiliser l'affect pour vous faire culpabiliser, vous allez retourner le truc par anticipation. J'ai vraiment super honte de dire ça une semaine avant Noël, je suis sûr que vous allez me détester, mais je panique totalement. Cette année, je vais pas réussir à venir au repas de Noël, c'est trop dur, je sais pas comment faire. Ça a l'air d'être la pire option, mais je pars du principe que si vous l'utilisez, c'est que c'est vrai en fait. Je pense vraiment que la plupart des gens minimisent leur panique face aux événements sociaux, ou pire, qui se disent qu'il faudrait avoir l'air fort et sûr d'eux pour négocier une limite. Alors que l'avantage de commencer en disant ouvertement nos émotions en anticipation de notre annonce, c'est justement à cette condition-là que vous allez éviter d'être dans la manipulation. Vous utilisez pas vos émotions pour convaincre, vous les utilisez pour expliquer, et les personnes en face de vous sont obligées de se mettre dans une posture de réconfort ou de soutien. L'enjeu, c'est plus de vous convaincre, mais c'est de vous rassurer. Parce que ce que vous avez exprimé, c'est pas une rupture, c'est une vulnérabilité, des fragilités, des limites et des besoins. L'option 3, elle rentre pas exactement dans ce cadre, mais c'est important de la mentionner, et c'est: je viendrai uniquement si mes règles sont respectées par tout le monde. Si c'est pas possible, je préfère qu'on se voit à un autre moment. Ça, c'est l'occasion de reporter à plus tard la question de: est-ce que j'arrête d'aller au repas de Noël ou non, pour tester l'ultimatum. On respecte mes pronoms, on n'utilise pas mon dead name, on ne dit rien si je me balance, si je fais des gestes ou des bruits, j'ai le droit de partir m'isoler pendant le repas sans avoir de remarques ou de questions, et ainsi de suite. Je donne des pistes, je suis sûr qu'il y aura plein de gens qui en donneront plein dans les commentaires, mais dans tous les cas, il faut quand même retenir que à aucun moment ça sera facile. Il va falloir accepter à l'avance qu'il y aura des réactions, de la déception, de la colère et des reproches. Mais c'est aussi un enjeu d'autonomie d'accepter que vous pouvez pas contrôler les réactions des autres. Vous pouvez juste décider de comment vous y répondez après. Derrière, ça va très probablement être extrêmement douloureux très vite, et donc ça passe forcément par une décision. Il faut savoir si on veut souffrir fort d'un coup pour s'épargner d'angoisser et de paniquer longtemps. Et je le dis même si c'est évident, mais c'est important quand même. Si votre sécurité matérielle dépend des personnes qui vous invitent au repas de Noël, ça peut avoir un impact catastrophique sur le reste de votre vie, de refuser d'y aller. L'idée, c'est certainement pas de vous dire qu'il ne faut pas aller au repas de Noël, c'est de vous dire que si vous ne pouvez pas y aller, c'est possible de ne pas y aller. Et si malgré tout vous décidez d'y aller, ou que vous êtes obligé d'y aller parce que les contraintes sont trop fortes, ou si vous avez envie d'essayer parce que cette année vous vous sentez capable, alors n'hésitez pas à vous donner des règles, à vous donner le droit de partir plus tôt, de préparer des stratégies de survie qui seront justement ajustées sur vos besoins concrets. Et si vous y arrivez, et que c'était dur, et que vous en sortez quand même en un seul morceau, et que personne ne le voit, c'est quand même une victoire. Et vous avez le droit de célébrer cette victoire-là, vous avez le droit même de vous féliciter pour ça. Alors pour celles et ceux qui les célèbrent, que ce soit seul, en couple, entre amis ou en famille, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.